Bonjour à tous. Alors, débutant, je suis contente de vous retrouver là, avec nous pour présenter l'appel à projet numéro 13 de Société inclusive. Donc, c'est vraiment une séance d'information. Comme je vous disais, ça va durer environ 30 minutes de présentation, puis je suis disponible pour répondre aux questions à la suite. Donc, le plan de match, c'est vraiment, l'objectif, c'est de vous donner des informations sur l'appel à projet de société inclusive et de répondre à vos questions. Puis le plan de la séance, dans le fond, c'est que je vais vous donner les contextes généraux, les informations générales. On a quelques petites nouveautés pour le concours numéro 13. Je vais vous les présenter. On va regarder en détail les critères d'admissibilité, les critères d'évaluation aussi, parce qu'on a deux types de critères. On va regarder le financement, quel type de dépenses sont admissibles, comment ça fonctionne, les conditions de financement aussi. Si vous êtes financé en société inclusive, on a des attentes. Je vais vous les mentionner brièvement. Et on va voir la procédure là, pour déposer un projet, comment ça fonctionne, comment ça se passe. Et je vais vous glisser un mot sur l'évaluation des projets. Donc, un coup, vous avez soumis votre demande. Qu'est-ce qui se passe avec votre demande? Chez Société Inclusive, on la traite? Alors, avant de commencer, ces appels à projets-là sont possibles grâce à nos deux partenaires financiers, les fondations qui Azrieli et la fondation Mirella et Lino Saputo. Donc, eux donnent le financement là, pour pouvoir soutenir 6 projets par concours de société inclusive. Ici, on a un autre partenaire, Mitax, qui va venir ajouter une somme pour financer les étudiants qui participent au projet de recherche. Je vais vous en parler un peu plus longuement là, dans les prochaines diapositives. Donc, information générale, c'est quoi l'appel à projet de société inclusive? C'est un concours, donc c'est pas un automatique, c'est vraiment une évaluation. Là, on essaie de retenir les projets qui semblent les meilleurs selon les évaluateurs choisis. On finance 6 projets par appel à projet. Le projet, ça, c'est bien important. Il faut que vous planifiez un projet d'une durée de 18 mois. On ne veut pas financer plus long que ça. Il faut vraiment que votre projet rentre dans un 18 mois. C'est très important pour Société inclusive parce que nos partenaires financiers, là, les fondations, c'est une exigence pour elles d'avoir des impacts, des livrables concrets là, rapidement. Donc, c'est un 35 000 qu'on donne par projet. De ce 35 000 $-là, il y a 10 000 qui va obligatoirement au partenaire principal, à l'organisme communautaire, pour payer sa participation. Donc, ça peut être des ressources humaines, ça peut être toutes sortes de choses, mais on ne veut pas que l'organisme donne du temps et qu'il n'y ait pas une contrepartie de rémunération. Donc, c'est vraiment important pour nous, dans le fond, de reconnaître l'expertise communautaire, reconnaître l'expertise expérientielle aussi. Donc, on veut vraiment que l'organisme ait un 10 000 minimum. Ça peut être plus. C'est souvent des questions là, qui me sont adressées. Donc, c'est possible de donner 15 000, par exemple. Il faut vraiment faire l'exercice d'un budget qui se tienne, par contre. Donc, quand je vous parlais de MITAC, on peut aller chercher entre 7 500 et 22 500 supplémentaires aux 35 000. Donc, ça fait un total maximum de 57 500. Je vous dirais, on a une entente avec MITAC. Donc, aussitôt que vous êtes financé Société inclusive, l'argent MITAC est garanti. Donc, comment ça fonctionne pour MITAC? C'est que dans la conception de votre projet, vous allez réfléchir, vous allez penser à si vous voulez un étudiant. Si vous voulez un étudiant, combien de sessions? Donc, une unité qui correspond à une session, 2 unités, 2 sessions, 3 unités, 3 sessions, pour un total de 18 mois. Et il y a juste de le planifier dans le budget. Il n'y a aucune démarche à faire là, avant. C'est vraiment à la lettre d'octroi, lorsque vous avez une confirmation de financement de société inclusive, que là, vous faites les démarches MITAC, puis on vous guide, on vous aide à travers ça. Ce pas des démarches qui sont très complexes.
C'est juste que ça prend un peu de temps, 2, 3 heures. Il y a beaucoup de copier-coller de la demande société inclusive. Ça se fait quand même bien. Souvent, de l'extérieur, on a l'impression que c'est très, très, très compliqué. Je vous rassure, ce n'est pas, mais il faut prendre le temps de lire et de bien comprendre les choses. Et pourquoi donc on finance des projets de recherche participative? Ben, c'est qu'on vise l'amélioration de la vie des personnes qui vivent avec des incapacités. Donc, tout type d'incapacité. Donc, nouveauté 2025, un petit rappel important. Chaque projet a 2 chercheurs intersectoriels et un organisme communautaire. Donc, un de ces chercheurs-là doit avoir une affiliation avec un des membres scientifiques de Société inclusive. Les membres scientifiques, vous les voyez, c'est soit le CRIR à Montréal, donc le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, soit le CIRIS à Québec, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, soit le RTSA, le Réseau pour transformer les soins en autisme, soit le RQRV, le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement, soit le RRSV, le Réseau en recherche en santé de la vision, le CAR, le Réseau communauté rurale et éloignée en santé, soit INTER, le regroupement stratégique en ingénierie de technologies interactives en réadaptation. Donc, ça, c'est vraiment une obligation qu'il y ait au moins un des chercheurs ou chercheuses là, qui soit affilié à ces réseaux centres regroupements de recherche. Si jamais vous avez un projet et aucun chercheur affilié, c'est possible de faire des demandes. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué pour les centres de recherche comme le CRIR, le CIRIS. Il y a des impacts un peu plus grands, mais avec le RTSR, QRV, RRSV, CAR aussi, c'est des réseaux là, qui m'ont dit avoir une grande disponibilité à accueillir des nouveaux membres. Donc, devenir membre là, est un processus là, qui est possible. Par la suite, nouveauté, euh, on- pour obtenir un financement, ce qu'on va faire, c'est que si un chercheur ou une chercheuse a déjà été financé ou un OBNL a déjà été financé dans les concours précédents, on va s'assurer que vous avez fait votre édition de compte à jour. Donc, avec le financement de société inclusive, quelque chose d'important pour nous, c'est de faire les remparts de mi et de fin mandat. Ces rapports-là nous permettent de rendre des comptes aux fondations qui nous redonnent de l'argent année après année. Donc, pour nous, ces redditions de comptes-là, ces rapports-là sont très, 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 très importants. C'est ce qui va nous permettre de continuer à exister. Donc, c'est pour ça qu'on a ajouté ce nouveau critère-là, là, d'avoir cette reddition de compte à jour de société inclusive, c'est important. On a aussi ajouté un nouvel critère. Avant, c'était qu'un organisme, un chercheur, une chercheuse pouvait soumettre une demande par concours. Donc, on a 2 concours par année, un en automne, un en hiver. On a réduit cette possibilité-là à soumettre une seule demande par année. Euh, par année, c'est ça pour Société inclusive. Par la suite, un autre critère, le quatrième changement, c'est que, étant donné qu'on n'a pas de membres scientifiques typiquement santé mentale autour de la table, on accueille des projets qui relèvent de problématiques en santé mentale, mais qui doivent être combinés à d'autres types d'incapacités. Donc, disons, incapacité avec une personne visuelle, euh, et dans le fond, qui aurait des difficultés en santé mentale fonctionne, mais il faut vraiment que ça soit combiné. Là. On ne finance pas uniquement un handicap lié à la santé mentale. Et on vous a produit cette année, c'est nouveau, on a travaillé fort. Vous allez voir dans la trousse, il y a une trousse, vous allez pouvoir la télécharger. Il y a une trousse de documents utiles. Et dans cette trousse-là, vous allez retrouver une liste de vérification pour vous assurer que vous avez tous les éléments en place là, pour soumettre votre demande. On espère que ça va vous être utile.
Donc, les objectifs, Nathalie, oui, excuse-moi, je t'interromps 30 secondes. Il y a un commentaire là, pour l'année, une demande par année. Est-ce que oui, c'est une seule en 2026 ou si on demandait en 2025, est-ce qu'ils peuvent redéposer maintenant? c'est par année calendrier. Donc, le premier concours commence en 2026. Est-ce que ça répond bien à la question? Oui, merci beaucoup. Merci, merci Jessica pour le chat. Là. N'hésite pas à m'interrompre comme ça s'il y en a d'autres. Là. Moi, j'ai fermé mon chat, sinon je serais incapable de parler. Je serais trop déconcentrée. Parfait. On en a une autre question. Est-ce que ça s'applique aux chercheurs principaux ou à l'ensemble des co-chercheurs? Les chercheurs, les deux chercheurs principaux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Excellent, merci Jessica. Donc, les objectifs, je vous mets ici là, les types de difficultés là, qui sont financées, déficiences motrices, troubles du langage, déficiences sensorielles, visuelles, auditives, déficiences cognitives, neurodiversité, déficiences intellectuelles, incapacités liées au vieillissement. Voilà. C'est quoi les trois grands le projet doit suivre trois grandes composantes, donc il doit être innovant, il doit produire des changements concrets là, sur les aspects de la vie des personnes qui ont des incapacités, puis ils doivent mettre en œuvre des solutions qui permettent de diminuer là, les obstacles qui sont environnementaux et ou sociaux que rencontrent les gens, là, les personnes dans la réalisation de leurs habitudes de vie. Les critères d'admissibilité, je vous les présente. S'il y a des interrogations, vous m'arrêtez, on continue comme ça. Premier critère d'admissibilité, on veut que les projets s'inscrivent dans les thématiques de société inclusive. C'est quoi ces thématiques-là? C'est environnement physique et mobilité personnelle, environnement social, exemple, logement, loisirs, santé, adaptation, réadaptation ou attitude, préjugés, discrimination. Si vous regardez dans le programme, vous allez voir, on vous donne des exemples pour chacun de ces thématiques-là. Ils sont plus détaillés sur notre site Internet aussi. Euh, Ça m'amène à vous parler du programme. Je vous encourage fortement à faire une lecture de ce programme parce qu'il y a des informations que je ne peux pas dire en une demi-heure. Il y a des informations qui sont importantes aussi. Je vous fais le portrait le plus fidèle possible, mais lire le programme, ça va vraiment vous donner une longueur d'avance là, pour rédiger votre formulaire. C'est certain que il est un peu long, il y a une dizaine de pages, mais c'est des informations qui vont vous être très, très, très utiles. Donc, n'hésitez pas à bien le lire. Deuxième petite chose que je veux vous nommer aussi, c'est qu'il y a un accompagnement qui peut être possible là, avec les agentes de concertation intersectorielle. Donc, nous, on appelle ça des ACI. Donc, c'est moi et Jessica. Donc, souvent, là, on peut vous accompagner là, si vous avez des questions particulières sur votre projet. Ça peut être possible. Fait n'hésitez pas là, à contacter là, Info Société Inclusive ou nos adresses là, personnelles directement. Donc, le premier critère d'admissibilité, c'est s'inscrire dans une thématique. Les quatre thématiques sont ici. Le deuxième critère d'admissibilité, et ça, c'est un aspect qui est très important, on veut que le projet se construise à partir d'un besoin qui soit nommé, un besoin, un enjeu, une priorité qui soit nommé par un organisme communautaire qui découle là, de sa pratique terrain. Euh, des fois, dans la recherche plus traditionnelle, regarde un peu la revue de la littérature, ça nous amène des questions, on a une question et là, on contacte un organisme pour essayer de voir s'il nous soutiendrait. Nous, on veut un peu l'inverse. On veut vraiment que ça parte, on veut vraiment que la recherche devienne, se mette au service du terrain, des organismes communautaires et tente de trouver une façon d'y répondre. C'est sûr que c'est une collaboration, mais souvent, là, dans les dépôts, les évaluateurs, ils vont être capables de reconnaître un projet qui vient vraiment d'un organisme, puis un projet qui vient un peu plus de la tête des chercheurs et ça a un impact là, sur l'évaluation. Donc, c'est vraiment un critère. On veut vraiment que vous partez d'un besoin d'un organisme communautaire. Troisième critère d'admissibilité, on veut répondre à des besoins des personnes qui ont des incapacités. Donc, si vous vous situez en vieillissement,
Euh, il y a un vieillissement typique, mais si vous attachez une incapacité liée au vieillissement, c'est ce qu'on finance. C'est pas juste le processus de financement, c'est l'incapacité qui va résulter du processus de vieillissement. Daniel, je vois que vous avez une question. Oui. Est-ce que c'est possible en lien avec l'accessibilité de la technologie, si c'est un besoin, est-ce que ça peut être un critère d'admissibilité? Euh, oui, oui, la technologie, il faut que ça découle d'un besoin d'un organisme puis des personnes concernées. Fait que oui, on peut inscrire la Oui, c'est ça. technologie intersectorielle. OK, j'aurais une deuxième question. Oui. Quand vous parlez du montant et tout ça, est-ce que le montant qui est inclus, le service d'interprétariat, si on a besoin de rencontrer des personnes, est-ce que le service d'interprète peut être aussi inclus dans le montant ou c'est à part? Il peut être inclus dans le montant. OK, parfait. Merci, Daniel. Donc, on répond à des besoins des personnes qui vivent avec des incapacités. On veut que ça produise des changements concrets. On veut accompagner la transformation des écosystèmes associés, puis on veut mettre en œuvre des solutions qui permettent de diminuer les obstacles. Fait que si votre projet se situe là-dedans, euh, déposer une demande, ça peut être bien reçu. Donc, le quatrième, c'est intersectoriel, un peu dans le intersectoriel, dans le fond. On a changé notre définition pour se conformer à la définition des FRQ, du Fonds de recherche québécois. Euh, et maintenant, dès qu'un projet est construit avec un organisme communautaire, il rentre dans la définition intersectorielle. Fait que tous les projets soumis en recherche participative sont considérés comme intersectoriels. Maintenant, l'intersectorialité, comme on l'entendait dans le passé, qui inclut au moins deux secteurs, va donner des points bonus. Donc, les secteurs, c'est quoi? C'est nature et technologie. Donc, on retrouve l'aspect technologie qu'on parlait tantôt. Société et culture. Voyons, j'ai un blanc. Nature, technologie, société, culture et santé. Bien évidemment, fait qu'il faut qu'on ait deux de ces secteurs-là qui va donner un point, qui va donner plus de points. Walter, tu as une question. Merci. Juste bref, la personne représentant un organisme partenaire et la personne au savoir expérientiel, est-ce que c'est possible que c'est la même personne ou vous préférez d'avoir deux personnes à part pour les deux rôles? Euh, c'est une très bonne question et c'est vraiment deux personnes différentes parce que ils vont jouer des rôles différents. La personne au savoir expérientiel, on veut vraiment qu'elle apporte au projet la composante expérience, tous les angles morts que on n'a pas parce qu'on vit pas la situation. La personne au savoir expérientiel va l'apporter. Euh, la personne qui représente l'organisme a un chapeau de représentant de l'organisme, il apporte le savoir professionnel. Ceci dit, des fois, la personne qui représente l'organisme a aussi un savoir expérientiel. Dans le passé, dans les évaluations, il y a déjà eu des difficultés là. Il y a déjà un projet qui n'a pas été sélectionné à cause qu'une personne portait les deux chapeaux. Fait que c'est pas impossible, mais il faut que ça soit vraiment bien justifié. Pourquoi? Puis comment ça va s'opérationnaliser? Il faut qu'on voit concrètement la plus-value. Mais moi, je suggérais vraiment d'essayer le plus possible d'identifier des personnes différentes. Ça ne veut pas dire que la personne qui vit qui a le savoir expérientiel, qui représente tant d'organismes, amènera pas sa vision. C'est juste qu'on va aller chercher une vision là, supplémentaire qui va Oui, bonifier le projet, dans le fond. Ça répond bien? oui, merci. Et c'est Mathieu? Oui, moi je me demandais, c'est marqué OBNL offrant des services directs. Est-ce que on parle d'un
organisme de base qui donne des services directs à des personnes ou un regroupement peut se qualifier s'il donne des services à ces organismes membres? Oui, c'est une excellente question aussi. Dans le fond, la réponse est oui. Il y a eu des regroupements parce que la COFAN est un regroupement d'organismes qui donnent des services directs. Donc oui, mais encore une fois, il faut vraiment bien expliquer dans le formulaire la raison, la plus-value de ça. Euh, Souvent, les évaluateurs vont porter un regard là-dessus, dans le fond. Puis lorsque c'est convaincant, bien, ça peut fonctionner. D'autres fois, il y a des petits bâtons qui peuvent se mettre dans les roues, là, mais il faut vraiment que ça soit justifié, il faut vraiment que le besoin soit évident, que ça ne peut pas être porté par un organisme qui donne des services directs aux personnes, mais qui va quand même avoir une portée de transformation des pratiques qui sont liées au, tu sais, que ça va améliorer la vie des personnes qui sont en situation d'incapacité, là. Mhm. Oui, OK. Merci. Ça fait plaisir. Lévi? Lévi Simon? Peut-être que c'est une fausse main. Pas de problème. Fait que je continue. Donc, deux personnes chercheurs, un avec un statut FRQ, un, ça dérange pas. Ça, c'est beaucoup relié à l'international. Donc, oui, c'est possible d'avoir un chercheur principal qui vient de l'international, mais il ne peut pas gérer les fonds du Québec. Donc, on doit vraiment avoir un chercheur qui a un statut FRQ là, pour pouvoir déposer et un membre d'un de nos réseaux centres groupements de recherche associés, une personne qui représente un OBNL, comme on a parlé, et une personne avec un savoir expérientiel, là, et ce volet-là est très important aussi. Puis on vous encourage aussi à, dans votre budget, trouver une façon de rémunérer la personne qui apporte un savoir expérientiel. C'est sûr qu'il y a des complexités au niveau de la rémunération, on est conscient, mais c'est possible de trouver une façon qui fonctionne pour la personne. Richard, Oui, désolé, je t'avais en retard pour la rencontre, sans mais problème. est-ce qu'un organisme peut être l'initiateur d'un projet et on cherche les chercheurs? Oui, absolument. Oui, tout à fait. Nous, c'est un peu ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les besoins viennent de l'organisme. Puis Société inclusive, je ne l'ai pas mentionné encore, mais on peut vous donner un coup de main pour trouver des chercheurs ou des chercheuses là, qui peuvent se joindre à votre projet. Comment ça fonctionne? Vous m'écrivez un courriel, soit à mon adresse, soit à l'adresse de info-sociétéinclusive.ca. Vous allez avoir les coordonnées là, sur le document ou sur notre site Internet. On se prend une rencontre d'une quinzaine de minutes pour cerner c'est quoi votre projet, c'est quoi votre besoin. Nous, on a accès à un réseau de chercheurs un peu partout là, au Québec. Et selon la nature de votre projet, là, on va vous mettre en lien avec un chercheur qui pourrait être potentiellement intéressé, puis vous allez pouvoir discuter ensemble à partir de ce moment-là. Merci. Avec plaisir. Donc, maintenant qu'on a vu les critères d'admissibilité, voilà. Les critères d'évaluation. Oh, il y a des questions. Pardon. Oui, je ne connais pas votre nom. C'est écrit direction opération. Allô, bonjour. Oui, mon Bonjour. nom c'est Nyanui du Centre de recherche du CHUM. Donc, je pense qu'on avait échangé il y a quelques temps, mais je voulais juste m'assurer aussi que si on aimerait que des équipes de recherche du CHUM participent, euh, est-ce qu'on peut vous contacter comme ça, vous pouvez les rajouter éventuellement. Avec grand plaisir. Merci infiniment. On peut se prévoir une rencontre si vous voulez pour faire une mise à jour, regarder un peu c'est quoi le profil de vos. Mais oui, tout L'équipe, à fait. On aime ça, être concerté puis réseauté. merci. Lévi, plaisir. Lévi Simon, Oui, désolé pour plus tôt. En fait, il y a un petit bug avec mon micro, là, c'est pour ça que je ne pouvais pas poser ma question. sans problème. Mais c'était concernant le fait que l'OBNL, en fait, doit donner un service direct. Je voulais savoir, en fait, mon organisme à moi, Execo, on fait de la défense collective des droits, donc on ne donne pas un service directement à des gens. On représente plutôt la communauté qu'on représente, des gens avec des handicaps moteurs. Donc, je me demandais si on pourrait se qualifier selon ces critères-là. Oui, oui, tout à fait, parce que vous êtes en défense de droit, fait que ça fonctionne. Défense de droit est inclus dedans, ça OK, fonctionne bien. super, merci.
Simonet. Bonjour tout le monde, bonjour Nathalie. En Bonjour. fait, j'ai aussi une question par rapport à cette définition de webinaire avec service direct. Je représente un organisme artistique. Donc, moi, je suis convaincu que la culture et tout ce qui est art est un service direct, mais est-ce que l'art rentre dans cette notion de service direct? Oui. Oui, ça fonctionne. Il y a des musées qui ont été porteurs d'organismes principaux, là. Fait que ça faut juste démontrer, dans le fond, que le projet s'adresse à des personnes là, qui ont des incapacités. Puis votre projet, là, comme vous m'avez présenté ce matin, là, ça fonctionne bien. Et j'aurais une autre petite question par rapport Oui, à, vous avez parlé des rémunérations, oui. justement c'est une chose à laquelle on tient beaucoup, mais est-ce qu'il y a des barèmes à respecter en termes de, je sais pas, des taux horaires ou des tarifs qui peuvent, C'est- standards que vous acceptez ou? Il n'y a pas de barème comme tel. C'est très difficile parce qu'il y a certaines personnes qui, pour des raisons ou une autre, peuvent pas recevoir de rémunération sans être coupés. Donc, il y a beaucoup de complexité. Nous, ce qu'on encourage, c'est d'utiliser un peu soit l'échelle salariale de l'organisme communautaire qui est impliqué, soit d'utiliser l'échelle salariale des assistants de recherche pour définir un salaire qui soit quand même assez convenable. Tu sais, on ne parle pas d'un dédommagement à 5 pour 2 heures. Tu sais, on veut vraiment euh, donner une rémunération pour reconnaître le temps qui est investi parce que le savoir expérientiel est un savoir important aussi, puis il découle quand même d'une longue série d'expériences. Fait que nous, c'est un peu nos suggestions, mais on veut réaliser là, prochainement un webinaire là-dessus. Là. C'est vraiment une question épineuse, tant au niveau de la recherche qu'au niveau des OBNL. Il y a des contraintes, il y a des enjeux, il y a des embûches, mais c'est quand même une posture d'encourager cette rémunération-là là, qui est importante pour nous parce que c'est une reconnaissance des savoirs, dans le fond, des types de savoirs là, qui Tout à sont fait, tout à fait. Merci autour beaucoup. des projets. Ça fait Merci plaisir. beaucoup. Je continue avec les évaluations, les critères d'évaluation. Donc, les premiers critères que je vous ai mentionnés, c'est des critères qui étaient indispensables là, pour être capable d'appliquer. Maintenant, c'est des critères sur quoi les évaluateurs vont se pencher pour donner leur opinion. Il y a une grille. Vous allez trouver la grille aussi dans la trousse. C'est la grille qui est utilisée par les évaluateurs de société inclusive. Puis j'ai fait un résumé de ces critères-là ici. Donc, c'est vraiment avec ces indicateurs-là que votre dossier va être lu. Donc, est-ce qu'il y a un potentiel d'impact réel d'inclusion sociale des personnes concernées? Donc, on veut vraiment voir euh, qu'est-ce que ça va être comme retombée sur l'inclusion sociale des personnes qui vivent avec des incapacités. Ça doit être décrit de manière détaillée, puis on veut vraiment mettre en évidence les retombées prévues pour ces personnes. Donc, on veut vraiment savoir qu'est-ce que ça va changer pour les personnes qui vivent avec la problématique. Ensuite de ça, on veut un projet qui soit réaliste, puis qu'il y ait une qualité là, de scientifique. Donc, on veut vraiment voir une méthodologie cohérente, une planification réaliste. Est-ce qu'on tient compte des ressources financières? Est-ce qu'on tient compte des contraintes logistiques entre l'organisme et le milieu de la recherche? La démarche scientifique doit être quand même clairement exposée. Et je vous le dis tout de suite, la section 2, qui est la plus grosse section, c'est en 4 pages et demie. C'est très, très, très difficile. La plupart des équipes me disent qu'ils n'ont pas assez de place. On est conscient, mais c'est l'exercice qu'on vous demande d'essayer de rentrer tout ça en 4 pages et demie. Et je vous conseille de vraiment porter attention aussi à la méthodologie. Là, ça, c'est vraiment évaluer. Donc, c'est de trouver l'espace de bien démontrer, de bien dire ce qu'on veut dire dans le formulaire. Troisième critère, on veut voir qu'il y a une participation active de tous les membres de la recherche à travers le processus. Donc, on veut que les 2 chercheurs soient impliqués. Comment sont impliqués les 2 chercheurs qui ont une expertise complémentaire intersectorielle? De la conception du projet de recherche, la conception d'outils de collecte de données, la co-analyse, l'interprétation,
comment on va s'approprier, comment on va diffuser les résultats, comment on va les valoriser, les mobiliser. Fait à toutes les étapes, on veut qu'il y ait à la fois les deux chercheurs, l'organisme et la personne qui a un savoir expérientiel qui sont impliqués. Des fois, ça va vite, fait qu'on tourne les coins ronds un peu, mais là, on met vraiment plus d'emphase sur comment ces personnes, comment toute l'équipe est impliquée, puis il faut que ça transparaisse aussi dans votre formulaire. On veut vraiment voir que tout le monde est impliqué puis que c'est un projet le rassembleur à toutes les effaces. Ça, je vous dirais que c'est vraiment un point clé pour déposer un projet à société inclusive. Puis, dans les suivis de projet aussi, ça va revenir aussi. Puis, on vous propose des outils. On a une série d'outils qui sont proposés pour les équipes qui sont financées ou non financées, là, sont accessibles à tous sur notre site Internet, là, dans notre page de ressources. Donc, vous pouvez l'utiliser là, sans problème. Le quatrième critère d'évaluation, est-ce que le milieu preneur, puis là, il y a souvent des gens qui se posent la question milieu preneur, organisme communautaire, c'est le, tu sais, pour nous, l'organisme qui est porteur du projet de société inclusive est aussi un milieu preneur, mais il peut y avoir d'autres milieux preneurs, donc un organisme qui a une mission similaire, qui serait prêt à utiliser les données de recherche, est aussi un milieu preneur. Donc, c'est quand même un mot qui inclut plusieurs aspects. Fait qu'on veut que l'organisme partenaire démontre une implication active à partir du moment où il identifie un besoin, un enjeu, jusqu'à l'adoption de la solution qui a été développée par la recherche. Fait que dans votre formulaire, on veut vraiment voir comment l'organisme va utiliser les résultats après la recherche, à la fin, après le 18 mois. Puis comment qu'on s'assure de bien répondre aux besoins qui ont été identifiés dès le départ. Et comment on va pérenniser cette solution-là dans d'autres contextes. Est-ce qu'on va diffuser? Comment on va mobiliser? Fait que tout l'aspect mobilisation des connaissances, savoir quelle suite on va donner au projet. Est-ce qu'on a des alliés qui peuvent reprendre cette initiative-là? C'est important là, de le mentionner. C'est ce qu'on souhaite financer, en fait. Ensuite de ça, les projets, on veut qu'il y ait un potentiel d'innovation sociale. Donc, on ne peut jamais savoir si un projet est innovant avant de l'avoir fait. On veut qu'il y ait un potentiel d'innovation et qui s'inscrit dans une des trois phases, là, émergence, expérimentation, appropriation. Encore une fois, dans le programme, vous allez trouver tout plein d'informations pour bien distinguer c'est quoi émergence, c'est quoi expérimentation, c'est quoi appropriation. Le Réseau québécois en innovation sociale, ils ont fait une grille. Je vous ai mis le lien là, dans le programme pour que vous ayez accès à la grille avec des indicateurs très clairs pour savoir là, comment évaluer où se situe un projet. Et ça, il faut bien l'expliquer aussi dans le formulaire. Le 6e critère d'évaluation, c'est que le projet doit être intersectoriel. C'est un peu ce que je vous disais tantôt. Là. Dès qu'un projet est un organisme communautaire, il est considéré intersectoriel. Mais ici, on parle des points bonus. Donc, si on a un maillage entre deux secteurs, si la question de recherche, dans le fond, a des sous-questions qui visent des secteurs, si les méthodologies amènent un angle de deux secteurs, mais ici, on va voir que ça va donner des bonus. Là, fait qu'on veut vraiment une équipe mixte. Santé, société, culture, nature et technologie. On veut que les gens travaillent ensemble et voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les critères jusqu'à maintenant? Je pense que ça va. Je vous parlerai du financement. Donc, qu'est-ce qui rentre dans le 35 000? Je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes. Il n'y a aucun frais indirect de recherche là, que vous allez devoir débourser dans notre programme. C'est inscrit que les frais indirects de recherche ne sont pas à payer. Donc, vous vous retrouvez avec le 35 000 au complet. Pour les organismes communautaires, c'est peut-être un peu du chinois, là, mais pour les chercheurs, là, c'est rassurant parce que des fois, dans la recherche, il y a un certain montant qui sont pris par les universités pour couvrir les frais indirects de recherche. Donc, c'est
ça enlève un peu, ça l'ampute notre budget, mais là, il n'y en a pas. Fait que, qu'est-ce qui est inclus? Les frais du partenaire. Donc, dans les frais du partenaire de l'organisme, vous pouvez mettre vos ressources humaines, vous pouvez mettre vos frais d'administration, si vous avez du matériel à acheter, tu sais. On veut vraiment couvrir tout type de dépenses qui permettent votre participation au projet de recherche. Donc, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Ensuite de ça, ressources humaines, c'est possible. Honoraires professionnels, frais de formation, c'est possible. Participer à des colloques, on peut mettre ça dedans. Des frais reliés à la publication, on peut mettre ça dedans aussi. Les frais de déplacement, tout ce qui entoure la mobilisation de connaissances, production d'un vidéo, de bande dessinée. C'est possible, c'est même encouragé là, de prévoir un certain budget pour la mobilisation de connaissances. Donc, il n'y a pas grand-chose qui sont inadmissibles. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'au niveau du matériel, équipement, on ne veut pas subventionner l'achat uniquement de matériel. Donc, on a mis une limite à 1 000 $, mais c'est quand même une bonne limite. Ça permet une belle marge de manœuvre. Nathalie, il y a une question sur Oui. les frais indirects de recherche. Là, la Oui. personne demande est-ce que ça inclut les frais de publication? J'ai dit non, que c'est des dépenses administratives, mais peut-être un petit mot pour expliquer aux gens ce que c'est les FIR. Les FIR, les frais indirects de recherche, c'est quand un chercheur, une chercheuse va déposer, va obtenir une subvention FRQ, Fonds de recherche Québec, par exemple. S'il y a une subvention de 35 000, il y a, je pense que c'est 16 ou 17 % de la subvention qui est prise pour tous les frais administratifs là, qui entourent son centre de recherche ou son université. Donc, recevoir les fonds. Je ne sais pas exactement tout ce qu'il y a dedans, mais non, ça ne compte pas les frais de publication et compagnie. C'est un budget à part. C'est juste de dire, dans le fond, que votre subvention de 35 000 va vous appartenir entièrement. Il n'y aura pas un 15 % qui va être utilisé là, par la recherche pour des frais administratifs, comme tu l'as dit, Jessica. Mathieu. Je me demandais, est-ce que le financement, le 35 000, c'est aussi pour la rémunération des chercheurs? C'est une très bonne question, Mathieu. Ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs sont déjà payés par leur université. Fait que dans le 35 000, un chercheur ne peut pas recevoir une rémunération. Le 35 000, il va vraiment servir à faire en sorte que le projet de recherche peut exister. Donc, ça va être souvent des frais pour les professionnels de recherche, les gens qui vont coordonner ça, les étudiants. Ça va être des frais matériels, la rémunération des participants, frais matériels, achat d'un tel logiciel qui permet l'analyse in vivo, par exemple. Ça va vraiment être des frais pour le projet de recherche, mais ce qui est à savoir, c'est que le chercheur, la chercheuse sont déjà payés par leur université et dans leur carrière, eux, ça les bénéficie de faire des projets de recherche dans leur avancement. Peut-être qu'une personne à la recherche pourrait mieux expliquer, là, mais c'est vraiment gagnant-gagnant comme situation, mais il n'y a pas de frais qui va être donné pour les salaires des professeurs universitaires. Si on va dans les CCTT, c'est un autre cas de figure, là, mais tu sais, je ne veux pas trop embarquer là-dedans pour ne pas vous Merci. mélanger. Ça répond? Oui, merci. Richard. Oui, il y a certains bailleurs de fonds qui accordent par défaut 10 % de frais d'administration. C'est exemple là, pour la facturation, tout ce qui est le traitement, etc. Est-ce que ça rentre, est-ce qu'il y a ce genre de choses? J'ai pas vu le formulaire, je peux C'est pas vous vous. dire. Oui, c'est une bonne question. C'est vous qui décidez. Il y a 35 000 10 000 qui vont à l'organisme communautaire principal. Donc, le 25 000 dans le budget, vous allez répartir comment vous pensez le dépenser. Et si vous voulez mettre un frais d'administration, c'est possible là, de le mettre. Souvent, on va le voir pour l'organisme communautaire là, où il y a un 5 %. Nous, on recommande un 5 % si vous voulez en mettre un 5 % du montant là, qui peut être donné pour les photocopies, les frais de secrétariat, les appels et compagnie. C'est possible, mais il y a des équipes qui choisissent de ne pas en mettre parce qu'ils veulent mettre leur argent sur autre chose. Fait que c'est vraiment un choix d'équipe rendu là. Mais pour le budget,
on va avoir une présentation là, où je vais vous expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est en février. Je crois que c'est le 18 ou le 19 février. Euh, on pourra vous donner les coordonnées dans le chat. Et, et c'est ça. Fait que on va aller dans le détail de tout ça au niveau financier. Ça répond, Richard? Oui, merci. Plaisir, Chantal. Bonjour. Bonjour. Je reviens, je m'excuse de revenir là-dessus, là, sur les frais de publication. C'est juste pour préciser un petit détail. En fait, j'ai compris qu'il doit absolument y avoir un aspect de recherche et de publication rattaché au projet. Est-ce que vous avez des exigences de nombre de publications? Parce que dans une autre vie, j'ai déjà eu un projet de financement appelé par la MITAX, puis ça nous a mangé le 2 tiers de notre financement, le 1 tiers de notre financement MITAX, juste les frais de publication, là. Fait que c'est pas super, c'est quand même substantiel des fois. Fait qu'avez-vous une exigence de minimum de publication? Ben, nous, c'est pas les publications qui sont importantes pour nous. Ça va peut-être l'être pour le chercheur qui va être associé à votre projet. Ça, peut-être s'il y a un chercheur autour de l'écran, il pourra nous le dire. Mais Société inclusive, nous, on demande des livrables. Walter, je pense que tu veux nous aider à répondre à la question. Est-ce possible? Oui, merci. Chantal, mon avis avec cette fameuse frais pour les périodiques et tout ça, pour chaque professeur dans les universités au Québec, nous, on a accès à mettre une version de nos publications gratuitement dans nos bibliothèques. Donc, je suggère de prendre cette route alternative spécifiquement dans ce cas ici parce que les budgets sont pas trop larges, hein. Si on a une subvention de 2 millions, je vais dépasser 10 000 pour un article, mais ici, non. Donc, je propose que c'est probablement une meilleure situation de communiquer avec la bibliothèque. Merci beaucoup. Merci, Walter, c'est vraiment pertinent. Donc, oui, il y a des possibilités gratuites qui s'offrent à nous. Et je redis, pour Société inclusive, c'est pas une exigence. Donc, on vous finance 35 000 pour nous. On vous demandera pas d'avoir des publications. Ce qu'on va demander, c'est des livrables. On va demander, est-ce que vos livrables ont été réussis? Est-ce qu'il va y avoir des solutions qui vont être adoptées dans les organismes communautaires? Ça, pour nous, on va faire un suivi là-dessus. Les publications, au niveau de la recherche, c'est quand même important. Fait que pour les chercheurs, je pense qu'il va y avoir une certaine priorité à faire des publications, mais c'est pas une obligation Société inclusive. Et l'option open access et compagnie là, peut être intéressante, mais ça, je m'y connais moins, là. Alors, merci Walter d'avoir ajouté cette précision-là. Donc, je poursuis. Donc, le MITAX, possible d'aller chercher un MITAX entre 7 500 et 22 500 supplémentaires pour rémunérer un stagiaire. Un coup qu'on a la réponse Société inclusive, il faut prévoir 1 mois environ pour être capable de recevoir cette subvention-là. Mais si vous êtes financé, c'est important de commencer là, les démarches très, très, très rapidement pour que tout s'enchaîne bien. Mais on vous le dit dans les lettres, là, dans les lettres d'accompagnement, dans les lettres d'octroi, on vous accompagne là-dedans. Il y a encore 2 mains levées, Nathalie. Alors, Chantal et Richard. Ah, je pensais que c'était des vieilles mains. Oui, c'est des vieilles mains. C'est bon? Est-ce qu'il y a des nouvelles mains qu'on n'aurait pas vues? Non, ça va. Oui, j'aurais peut-être une question si c'est pas dérangeant. Sans problème, je sais juste pas qui parle. Perrine, C'est parfait. Perrine. Je l'ai mis dans le chat aussi, mais je suis curieuse pour les MITAX. Habituellement, c'est du 1 pour 1, donc il y a une contrepartie financière Oui, de la part de l'organisme partenaire. Est-ce que ce montant-là peut être inclus dans le budget ou c'est non admissible? c'est inclus. Dans le fond, ce qui est intéressant avec la subvention Société inclusive, c'est que la subvention de 35 000 peut servir de levier financier en contrepartie pour le MITAC. Donc, si jamais vous décidez d'aller avec 2 unités de stage, qui équivaut à 15 000 on peut prendre du 35 000, 15 000 qu'on va affecter à MITAX pour aller chercher un 15 000 supplémentaire de Parfait. MITAX. Donc, on peut bien l'inclure dans le budget dans ce temps-là. Absolument.
Super, merci. Ça fait plaisir, Perrine. Marjolaine? Oui, je voulais savoir, là, critères d'admissibilité, en fait, est-ce que les projets qu'on va soumettre là, peuvent être un projet parallèle à un autre projet pour lequel on a reçu ou on prévoit recevoir du financement, par exemple, là, un projet qui va être complémentaire là, à un autre projet de recherche, là? Ben, si c'est complémentaire, c'est possible, mais il faut vraiment distinguer. Faut pas que, tu sais, on veut pas financer en double un même projet, là. Fait que, tu sais, Non, non, c'est ça, pas un même projet, mais tu sais, qui s'inscrit, mettons, dans oui, une deuxième phase ou quelque absolument, chose. absolument. Sauf que là, dans votre formulaire, il va vraiment falloir bien expliquer en quoi l'argent de société inclusive est indispensable pour cette deuxième phase-là, puis où vous mettez la limite du projet qui a déjà été financé. Tu sais, nous, on accepte, tu sais, même vous pouvez dire, ben, nous, on fait un projet plus gros qui inclut un autre partenaire financier, puis on finance le même projet. Tu sais, ça peut être un montage financier avec d'autres sources qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est pas un problème. Mais si c'est déjà un projet qui est financé puis que vous voulez ajouter une phase, là, il faut vraiment venir expliquer c'est quoi cette complémentarité-là, puis qu'est-ce qui fait que l'argent est indispensable puis qu'il ne pourra pas être réalisé avant. Merci. Plaisir. Conditions de financement, donc c'est un financement qui n'est pas renouvelable, pas transférable. Il faut vraiment faire le suivi des jalons et des livrables. On vous envoie des rapports, des demandes de questionnaires et tout le monde doit répondre à ces questionnaires-là. Donc, la personne qui a un savoir expérientiel, le représentant de l'organisme communautaire et les deux chercheurs. Euh, on veut vraiment aussi qu'il y ait un plan de diffusion, mobilisation et utilisation des connaissances avec les résultats. Ça, c'est important pour nous. Et si vous êtes financé, c'est important de toujours, on a un bandeau avec les logos là, de nos bailleurs financiers, c'est important de les mettre partout, partout où vous parlez du projet pour reconnaître leur contribution. Et si vous faites appel à MITAC, je pense que MITAC ont aussi une exigence là, d'insérer les logos. Le financement vient avec des obligations, dans le fond, de participer aux activités de maillage certaines, pas toutes, des activités de maillage de société inclusive. Et les projets financés, dans le fond, lors de notre forum annuel, on vous donne la parole pour présenter ce que vous allez faire. Donc, dans l'année, on a toujours 2 concours, donc 12 équipes qui viennent présenter. On a une formule vraiment intéressante là, qu'on met de l'avant. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ça va être important si vous êtes financé de prévoir cet événement-là à votre agenda. Là. Ça vient un peu avec le financement. Là. C'est important pour nous que les équipes financées soient là. Voilà. Formulaire en ligne, rapport d'équipe, rencontre. C'est ça. Comment ça fonctionne pour les rapports, c'est qu'on vous envoie un lien pour un formulaire en ligne. On demande tout le monde de le remplir, l'organisme, la recherche, les gens avec le savoir expérientiel. Il y a un mi-parcours vers à peu près 9 mois, après 9 mois sur les enjeux, les coups de cœur, les besoins pour la suite et un rapport final là, au niveau plus de l'exportabilité des résultats, des leviers financiers obtenus et compagnie. Là. C'est un petit formulaire qui se remplit bien facilement et qui est très important pour nous. Utilisation et appropriation des connaissances, dans le fond. Jessica, je ne sais pas si tu voulais faire ce bout-là, vu que tu es là, sinon je continue. Oui, pas de problème. Voilà, j'ouvre la Je, caméra. je te En prends au fait, dépourvu, fait que tu peux me dire non, puis je continue. C'est juste que je sais que tu aimes ça d'habitude, alors. oui, c'est ça. Ben, comme l'a mentionné Nathalie, là, on est vraiment dans une approche que l'organisme va intégrer là, les résultats de la recherche. Ça reste pas un rapport, mais vraiment des changements de pratiques là, qui vont être utiles pour l'organisme. Donc, ce qu'on fait, vous l'avez vu, on part des besoins qui viennent du terrain là, pour financer des projets. On suit les objectifs, les livrables, les impacts que vous avez observés pour les personnes concernées, pour l'organisme aussi. Donc, à travers les rapports puis les rencontres qu'on fait à mi-étape puis à la fin du projet. Puis nos événements servent à ça, servent aussi à outiller les équipes dans leur définition du besoin, la co-analyse en cours de route. Donc, la participation active de tous les membres, là, elle est souhaitée. Puis nos événements
facilite ça, la connaissance en recherche participative pour les membres. Puis on travaille avec différents partenaires là, qui vont vous aider par la suite à développer des outils qui vont permettre d'avoir un meilleur rayonnement pour que d'autres organismes puissent utiliser. Donc, on travaille avec l'unité SSA pour la transformation des soins en santé, le Centre d'expertise en santé de Sherbrooke. C'est des gens en santé, mais qui travaillent aussi en innovation sociale. Donc, on a différents collaborateurs, là, la charte de recherche en mobilisation et appropriation des connaissances dans la pratique. Donc, c'est tous des partenaires qui nous aident ensuite à l'intégration là, de vos résultats dans la pratique. Voilà pour ça. Je Merci tourne la beaucoup. parole. Ouais. Oui, merci, Jessica. Donc, même si vous n'êtes pas financé, c'est important d'avoir une réflexion sur cet aspect-là, là, dès le départ du projet. Donc, à quoi ça va servir? Comment on va l'utiliser par la suite? Donc, ça vous donne un avantage, ça vous donne une longueur d'avance, dans le fond, d'y avoir déjà réfléchi d'avance parce que après ça, les morceaux vont pouvoir s'aligner plus facilement. Comment soumettre un projet? Ici, on a notre trousse. Dans la trousse, il y a plein d'outils intéressants. Donc, on remplit le formulaire, on remplit le fichier Excel du budget. La lettre d'engagement du partenaire, c'est vraiment une lettre d'engagement. Dans cette lettre-là, dans le programme, vous allez voir, on donne des détails, mais on veut voir c'est quoi le besoin, comment l'organisme va être impliqué, à quoi ça va lui servir, comment ça va améliorer sa pratique. Donc, c'est vraiment, on veut voir un engagement. On ne veut pas une lettre du type, vous avez un bien beau projet, monsieur, on vous appuie. On veut vraiment une lettre de voir comment l'organisme va avoir un impact au niveau de sa pratique avec les données de recherche là, qui vont être produites. Si vous avez d'autres collaborateurs, vous pouvez mettre des lettres. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez les inscrire. Là, ça va donner une idée là, aux évaluateurs. C'est sûr que on se garde une petite gêne dans le sens que s'il y en a 50, peut-être que l'évaluateur, il prendra pas tout le temps de le lire, mais d'avoir une ou deux lettres là, bien positionnées, c'est possible. Il faut joindre le CV commun canadien. Peu importe le format, si RSH, FRQ, URC, c'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est d'avoir la contribution des 5 dernières années, d'avoir vraiment un portrait là, de ce que la personne a réalisé. Si vous avez besoin de tableaux, figures, références, vous avez une annexe d'une demi-page. Certains diront c'est très peu. Je l'accorde, c'est pas beaucoup, mais c'est un petit espace là, qui peut servir et être bien utilisé, là, une demi-page. La date limite est le 31 mars 2026 à 17 heures. C'est quand même important. Et toutes les propositions là, doivent être transmises à cette adresse-là, à info, et non à mon courriel personnel, là, par souci là, de travail d'équipe. Marjolaine, vous avez une question. Oui, pour le CV, en fait, je me demandais, est-ce que c'est juste le CV comme un Canadien ou c'est le CV comme un Canadien avec, parce qu'il y a aussi un document à contribution des 5 dernières années là, qu'on utilise pour certaines, donc c'est les deux. Oui, on veut le CV et les contributions là, des 5 dernières années. Merci. Plaisir. Simonet? Oui, vous avez parlé, il y a deux moments pour déposer un projet, non? À Oui, il y a l'année? 2 concours par année. Il y en a un ici avec la date limite du 31 mars et on va avoir un autre appel à projet là, en novembre 2026. OK. La date n'est pas précisée encore. Mais On se garde une petite marge de manœuvre. D'habitude, c'est fin octobre, début novembre. C'est juste qu'on ne veut pas annoncer la date là, parce que des fois, il y a des petites choses qui peuvent changer, là, mais c'est tout le temps. Là. Tu sais, comme l'année passée, c'était c'était le 3 novembre. L'autre année d'avant, c'était le 31 octobre. Fait que c'est, mettons, entre le 30 et le 5, mettons. Merci. Plaisir. Budget. Contactez-moi, ça me fait plaisir, je vous accompagne, on prend 15 minutes, on place les chiffres là où vous en avez besoin, puis après ça, vous pouvez faire votre ventilation. Assister à la conférence sur le budget aussi, ça donne une bonne idée. Le formulaire est simple. C'est sûr que ce n'est pas un formulaire recherche typique, il va plus s'apparenter à une recherche au BNL, demande de subvention au BNL. Fait que des fois, au niveau de la recherche, ça peut être un peu plus compliqué, mais je vous accompagne, je vous aide à démystifier le tableau qui n'est pas compliqué après quand on l'a compris. Fait que contactez-moi, ça va me faire plaisir. Planifier les revenus, les dépenses, ça, c'est des montants à ventiler, donc ça se fait quand même bien. Et
Le processus d'évaluation, il me reste 1 minute. Chaque dossier est évalué par 4 personnes. 2 personnes issues des milieux communautaires et 2 personnes issues de la recherche. C'est un comité conforme. Le comité est différent d'un concours à l'autre. Habituellement, on a entre 5 et 6 chercheurs et entre 5 et 8 au BNL. Les organismes communautaires évaluent la portion pertinence. Donc, est-ce qu'il va avoir un impact? Est-ce que ça va changer quelque chose pour les personnes qui vivent avec une incapacité? Et le chercheur va évaluer 2 aspects, donc la pertinence, mais aussi l'aspect méthodologique. Donc, c'est ces 4 évaluations-là qui vont c'est noté. C'est une note sur 50 pour la pertinence, une note pour 50 pour l'évaluation la scientifique. On combine ça, ça fait une note sur 100 et on prend les notes là. On a un petit comité d'évaluation où on discute des projets. Avant ça, il y a une préévaluation. On va regarder les critères de sélection que je vous ai présentés. Est-ce que ça cadre bien dans les critères de sélection? Donc, oui. Si les projets qui vont passer au oui vont se faire évaluer par les 4 personnes. Ensuite de ça, il y a des notes. Puis, on va discuter des projets. Il faut que le projet ait reçu une note de plus de 60%. Et aux évaluateurs, on leur demande, est-ce que vous recommandez que ce projet-là soit financé? Ils doivent se prononcer oui, non. Quand on a 2 non sur 4, le projet n'est pas discuté dans le fond là, au processus d'évaluation en comité. On discute et on prend les 6 projets qui ont les meilleures notes. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que oui, dans le chat. Je n'ai pas vu la question par contre. Je cherchais mon micro. Est-ce qu'il y a un nombre précis de projets par appel à projet? C'est 6. 6 projets financés. Et habituellement, là, ça varie d'un concours à l'autre entre 20 et 32, 35. Le plus gros, ça a été 32, le projet déposé là, dans le concours 9, si je me souviens bien. Mais comme le dernier concours, on en a reçu 22. Il y en a 6 qui ont été financés. Ça ferait le tour de ce que j'avais le goût de vous partager. Il est 12h31. Avez-vous d'autres questions? Sinon, je vous remercie de votre présence, de votre temps d'écoute. Si vous avez des questions qui vous viennent, si vous avez des besoins de jumelage, n'hésitez pas à nous communiquer. Ça va vraiment nous faire plaisir. Puis planifiez bien votre projet là, avec une participation de l'OBNL et du savoir expérientiel du début à la fin. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup, bonne Merci, journée. bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye. Merci, bonne journée, que Daniel a mentionné, et l'interprète aussi vous dit merci. Merci.